de cette invitation et de la possibilité, l'opportunité de partager mes travaux avec votre réseau, qui pour moi est en fait un véritable écho à la méthode et à l'approche et à la question. Parce que qu'est-ce qui m'a amené à travailler là-dessus? Deux hommes. Le premier, c'est Henry Ford qui avait dit bah, dans un bilan, norme IFRS comptable, il y a deux éléments que l'on ne connaît pas. C'est la réputation de l'entreprise et la valeur de son capital humain. C'est comme ça qu'il a, ou la valeur de son personnel ou de son capital humain. Il n'y avait pas encore le mot capital humain, mais c'est un peu comme ça qu'il a dit. En fait, c'est le bilan depuis bilan comptable, la doxa économique de performance, considère que l'humain est un risque, puisqu'il fait partie des charges comme une masse salariale, chargée en plus, etc. Donc l'humain est un risque, alors que c'est la seule opportunité de performance, puisque les grands actifs possibles pour une entreprise, que ce soit des brevets, des marques, de la recherche-développement, des investissements, de l'argent, la réduction des coûts, c'est donné à tout le monde. Je connais des entreprises qui sous-traitent tout. Et donc, c'est une holding de 10 personnes pour gérer la communication, la stratégie, le juridique, la finance, et tout est sous-traité. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui réussit sa stratégie ou qui échoue? Ça va être non pas les compétences, elles ne sont pas suffisantes, mais l'engagement réciproque. Et c'est là où la première innovation forte du modèle, elle est là. Elle est dans la bascule, la balance. On ne peut pas y avoir d'engagement sans réciprocité, sans contrepartie. Et moi, je suis très content d'avoir vu dans votre présentation que le mot engagement arrive en premier. Mais quand vous, toutes ces personnes, toutes ces dames, tous ces messieurs qui sont rentrés chez Odino, elles ont mis en gage quelque chose. Le Larousse vous dit, c'est quoi l'engagement? Alors, pour des grands cabinets d'enquête et d'études, l'engagement, il est unilatéral. C'est-à-dire, on demande aux collaborateurs, est-ce qu'ils sont engagés? La belle affaire, ils ont déjà été engagés, puisqu'on les a recrutés. Mais l'engagement, ça veut dire, je mets en gage. Je mets en gage quoi? Quand on rentre chez Odino, on met en gage ses compétences, son réseau, son temps, son sentiment d'utilité, son sentiment de compétence, son sentiment d'appartenance à une république citoyenne, son sentiment de sa volonté de partager, sa volonté d'aider. Et en contrepartie, ils attendent quoi, les membres du réseau? Ils attendent que le réseau retourne du respect, de l'écoute, de l'engagement aussi sur ses valeurs, de la production d'un livrable collectif pour le bien-être de la société et pour le progrès social et économique. Donc vous voyez bien que cette notion d'engagement a été massacrée par les cabinets d'études et d'enquête et c'est vu d'une façon unilatérale. Et donc moi, il y a deux hommes qui m'ont marqué par l'importance qu'ils donnaient à l'engagement de leur personnel en apportant eux-mêmes leur contrepartie, leurs promesses concrètement. C'est monsieur Henry Ford avec sa phrase, donc il m'a questionné en me disant il y a un trou dans la raquette sur ce qu'on appelle la norme de performance économique, les bits, qui est en gros le résultat d'exploitation français, earning before interest and taxes, et il n'y a pas l'équivalent de l'humain sur la performance économique, puisque la masse salariale est une charge et non pas une performance sociale. Et donc, il me semble que l'équation de la performance est obérée de l'engagement du capital humain. Donc, c'est pour ça que IBET a deux sens. Il a un premier sens anglais pour matcher EBIT, qui veut dire I bet, je parie,
sur l'engagement du capital humain pour atteindre ma performance économique de l'EBIT. Donc c'est un couple EBIT-IBET, c'est le en même temps. Et là, vous avez parlé du sens, c'est-à-dire quel est le sens de mon entreprise? La réputation de mon entreprise, c'est la marque employeur. C'est pourquoi les clients, les partenaires, les fournisseurs, les salariés viennent chez moi. Parce que j'ai une image qui fait que j'ai une promesse économique, mais j'ai aussi une promesse sociale. Et si on n'a pas les deux, on le voit bien aujourd'hui, eh bien, il va nous manquer quelque chose de fondamental. Et on voit bien que le social et l'économique cherchent un équilibre, sauf qu'il n'est pas dans la norme de performance. Donc, c'est ce gros trou dans la raquette que j'ai essayé de combler. Et la deuxième personne qui m'a beaucoup influencé sur cette notion d'engagement réciproque, ça a été, hélas disparu, un grand monsieur, un grand ingénieur, monsieur Jean-Luc Lagardère, le fondateur de Matra, qui lui considérait que la seule valeur de son entreprise, c'était les hommes et les femmes qui étaient dans son entreprise. C'était pas la bourse, c'était pas les actionnaires, c'était pas la politique, c'était pas tout ça. C'est eux qui vont faire, par leur engagement et par mon engagement réciproque, qui vont pouvoir exécuter la stratégie pour avoir la performance globale. Et donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu, plus d'autres raisons purement, je dirais, chronologiques. Et j'ai essayé de trouver un modèle qui répondait à l'EBIT, qui venait le compléter, et non pas le challenger, mais le compléter parce qu'il manquait cette lecture de la performance, et c'est là où j'ai effectivement dit, mais alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais comment on mesure cet engagement réciproque? Alors, vous le savez tous, aujourd'hui, les seules pseudo-mesures sont des baromètres, des enquêtes déclaratives qui n'ont absolument aucune valeur scientifique. Allez montrer des questionnaires, des résultats de questionnaires à un DG, un DAF ou un conseil d'administration, il va vous rire au nez. Ou allez, c'est pas des preuves, donc c'est tout, c'est très biaisé. Et donc voilà pourquoi il fallait trouver un modèle, un marqueur pour aller mesurer cet engagement. On peut passer à la slide 2, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va trouver quel est le marqueur. Le marqueur, c'est exactement comme quand vous allez vous faire dépister pour le Covid, vous faire une analyse de sang pour avoir, si vous avez une maladie, on va chercher le marqueur. Le marqueur d'une pathologie. Une pathologie, c'est un désordre. On ne peut pas mesurer l'engagement. Donc, tous ceux qui vous disent qu'ils mesurent l'engagement, ils ne le mesurent pas. De toute façon, c'est des enquêtes déclaratives, donc ils ne mesurent rien par définition. La seule façon de mesurer quelque chose, c'est de mesurer sa dégradation. Le temps, la pression, la température, le compte en banque, tout ne se mesure que par la dégradation du phénomène. Donc, si vous voulez mesurer l'engagement, il faut aller mesurer le marqueur, c'est le désengagement. Le désengagement va vous dire, suivant le niveau du désengagement, vous êtes plus l'analyse que vous faites, par exemple l'engagement des collaborateurs, suivant le niveau de désengagement, vous êtes à tel niveau d'engagement, c'est comme la qualité des produits et des services. Donc en fait, c'est une équation systémique entre l'ordre et le désordre, c'est-à-dire l'indice d'engagement, c'est là où j'ai appelé avec les mêmes 4 lettres l'indice de bien-être au travail. Le bien-être au travail est un marqueur de l'engagement, mais pour le mesurer, il faut aller mesurer les désengagements, les taux de mal-être au travail. Et quand vous faites la somme de ces deux paramètres, vous avez l'équation qui est égale à 1. Et en allant mesurer les désengagements, vous avez un indice d'engagement, un taux d'engagement, etc. C'est la seule mesure possible, comme la qualité des produits. C'est les non-qualités qui vous permettent de définir un niveau de qualité. Et donc, c'est ça le marqueur. Alors, quand on arrive et puis alors, la deuxième hypothèse, c'est que si individuellement, c'est ça qui est très important, j'essaierai de vous définir un peu les problèmes un peu très confus qu'il y a dans les définitions, parce qu'on mélange tout et n'importe quoi. Le bien-être au travail, c'est pouvoir bien faire son travail et être au travail. Si je ne peux pas bien faire mon travail, ou Dino, le sens. Je fais un travail qui n'a pas de sens. Donc,
je ne vais pas être bien. Être au travail, ça veut dire que je suis présent. En dehors, bien entendu, du fait que je peux avoir la grippe ou la gastro. Donc le modèle, il va aller regarder quels sont les désengagements réciproques des deux parties, employeurs et employés, sur leurs engagements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont déposé en gage dans le contrat. Eh bien, il se trouve que côté employeur, c'est ça qui va construire la confiance durable, l'employeur a 3 engagements par la loi: la santé, la sécurité, l'employabilité. Tiens, encore un autre mot d'Oudinot, employabilité. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne vous connaissais pas. Et même quand j'avais rencontré Philippe Jean Filder, je ne pense pas me rappeler de ça, c'est les définitions d'ailleurs du Code du travail. Eux, ils mettent en gage ça. En contrepartie, les collaborateurs disent, moi, ce que je vais mettre en gage, c'est mon utilité pour cette entreprise, ma compétence et mon sentiment d'appartenance. Et on répond à Henry Ford. Et donc, on voit bien que c'est ce matching, cet alignement des engagements réciproques qui peut faire une confiance durable, responsable dans le temps, etc. Quoi qu'il arrive à l'entreprise. Voilà pourquoi les entreprises ne jurent plus que par l'engagement, avec des méthodes complètement biaisées ou unilatérales ou orientées, en ne prononçant pas leurs promesses réciproques. Rester engagé, c'est-à-dire faites plus avec moins, mieux ou plus vite, mais restez engagé dans toutes les entreprises mondiales, mais en contrepartie de quoi? Ils ne le disent pas. Sauf peut-être d'un risque de licenciement ou d'un risque d'arrêt ou d'un risque, comme chez Danone. On n'a pas les bits, l'entreprise à mission n'existe plus, malgré tout le travail. Ils n'ont pas fait EBIT et IBET. Non, EBIT d'abord. Monsieur Faber qui voulait aussi de l'IBET sur la RSE, on lui a dit non parce que tu n'as pas fait ton EBIT. Donc d'abord, EBIT first, IBET peut-être après, si on a le temps et si on peut. Donc, vous voyez bien, c'est tout ça. Donc, c'est ce trou dans la raquette que j'ai essayé de combler. Et c'est en fait un marqueur, le bien-être au travail, dans le sens où il va créer de la performance, c'est-à-dire je me sens bien à titre individuel, je vais donc donner mon engagement à la collectivité, à la qualité globale, à la représentation sociale de la qualité du travail, du métier et de l'environnement de travail. Donc, c'est les 3 qu'il me faut: le travail, le métier, l'environnement de travail. Ça, c'est collectif. Mais pour que je passe de l'individuel à le collectif, il faut que je retrouve des points de vigilance de la promesse employeur qui va me permettre de délivrer ma propre promesse, des compétences appartenantes. Et donc, ce modèle, eh bien, il traverse toutes les questions sociales de l'entreprise. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez rentrer par n'importe quel sujet. Le désengagement va vous permettre de voir si vos politiques de qualité de vie au travail, si votre transformation en agilité, si votre RSE, si votre marque employeur, tous ces sujets autour du social en termes de performance, vous allez pouvoir cartographier cet indice. Et ce qui est très important, et c'est là que je vais arriver à la page 3, s'il vous plaît, pour vous présenter la démarche. Donc, vous voyez bien, la démarche, c'est quoi? Eh bien, c'est un modèle systémique. Donc, il faut pouvoir mesurer les effets du désengagement pour agir sur les leviers de l'engagement. C'est les 2 modules que vous avez dans la démarche, à gauche, à droite. Et donc, au milieu, c'est une représentation de la cartographie de l'indice. C'est comme si vous mesurez, vous avez parlé du Covid en début, c'est comme si vous mesurez un dépistage sur une organisation, quel est l'indice sur toutes les activités, les métiers et le social. Et vous voyez tout de suite quelles sont les mailles qui sont plutôt en satisfaction, en vigilance forte, en alerte. Et avec une seule mesure, vous pouvez avoir la variation de l'indice sur une organisation entre 50 à 250 000 personnes si vous le souhaitez. Et puis vous avez en parallèle l'autre outil qui va vous dire, je prends, comme on dit,
je prends la mesure des choses pour agir en connaissance de cause, des causes. Et les causes, c'est le référentiel de vigilance managériale, qui est un protocole, qui est une convention de qualité. C'est une convention de qualité à la manière des conventions de Lewis, l'économiste américain qui a défini justement ce qu'on appelle la convention, la théorie de la convention, c'est-à-dire les normes n'existent pas, eh bien, les parties prenantes définissent leurs propres normes. Donc, c'est ce qu'on appelle les accords de méthode. Il faut pouvoir mesurer ce qui est mesurable, c'est-à-dire ce qui se dégrade, et agir sur les leviers des causes qui favorisent le côté positif. Donc voilà. Alors, les spécificités du modèle, c'est un modèle qui est agrégatif, c'est-à-dire on peut partir d'une petite maille de 20-50 personnes pour respecter la règle statistique. Et vous pouvez monter toute la paupérus depuis la petite unité de travail dans le Limousin jusqu'à la filiale japonaise. Et vous pouvez mesurer sur toutes ces mailles l'indice, comme un indice de masse corporelle ou un indice d'insuffisance cardiaque ou autre, de santé. Il est statistique parce qu'il est basé que sur des datas, toutes des datas publiques existantes, zéro question. C'est à partir des données, on fait parler les données pour avoir une mesure et une cartographie. Et on a un modèle qu'on a établi avec les parties prenantes pour dire, une fois qu'on a cette mesure, on a défini qu'est-ce que c'est que l'amélioration de l'objectif. Eh bien, on va agir dans la maille considérée pour voir s'ils sont bien ou pas bien et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'ils aillent mieux. Et puis, c'est un modèle qui est à la fois prédictif, préventif, offensif et défensif. C'est-à-dire, vous pouvez tout faire avec, à partir du moment où ça va interpréter, bien entendu, les données. Et vous pouvez agir le plus en amont, le plus primordial possible, sur un certain nombre de sujets, comme on l'a vu, sur les transformations responsables, sur la RSE, le pilotage de la RSE, le pilotage de la santé et de la qualité de vie au travail, sur les mobilisations managériales en période de transformation lourde, comme le télétravail, vous avez la possibilité de déployer cette démarche. Alors aujourd'hui, cet observatoire, parce que ça fait plus de 10 ans que l'on travaille sur ces modèles, sur tous les secteurs, publics, privés, on a à peu près 35 millions de data, c'est-à-dire sociales, anonymisées, cumulées, jamais bien entendu nominatives, sur à peu près 10% des salariés français du secteur privé, bien entendu, hors TPE. Hors TPE indépendant, prenez le reste, eh bien, secteur public, secteur privé, on a à peu près 10% des salariés français et on publie une étude annuelle intersectorielle pour vous dire l'IBET dans l'industrie, l'IBET dans le tertiaire, l'IBET dans les services à la personne, voilà ce qu'il est, on voit, on peut se comparer avec son secteur économique. Et puis on déploie la méthode. Il y a 3 séquences, l'expérimentation et la mise en place du pilotage des 2 outils, la contextualisation, et puis surtout, ce qui est important derrière, qu'on transfère cette connaissance, cet outillage à une équipe projet, on va dire, pour RSE, prévention, SQVT, engagement, transformation, ce qu'ils souhaitent. Et puis après, on peut les accompagner dans la construction d'un plan d'action ou dans le déploiement de ce plan d'action. Voilà ce qui permet de construire cet engagement réciproque, parce qu'après, tous les indicateurs du modèle sont des indicateurs réciproques, c'est-à-dire on va aller mesurer les désengagements des collaborateurs et les désengagements de l'employeur. On avance ou vous préférez poser des questions au fur et à mesure, Christophe et Jean-Philippe Jean? Non, on peut avancer. Et en fait, moi, je vais inviter à ce que tu écris sur le chat et on fera les questions après. D'accord. Bon, on va dérouler la suite alors, la 4, celle d'après, que je vous. Voilà. Là, on va vous montrer, en fait, l'engagement, le IBET, c'est à la performance sociale, ce que l'EBIT est à la performance économique. Donc, on peut aller trouver et montrer aux financiers et aux décideurs que cette entreprise, même que vous faites par exemple des merge and acquisition, si vous voulez racheter une société, vous la rachetez à 10 fois les bits comptables ou à 5 fois les bits comptables, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle un goodwill ou un badwill social. C'est-à-dire vous pouvez avoir une survaleur sociale de performance ou une sous-valeur sociale de performance suivant le niveau d'engagement de l'entreprise, de la cible.
Donc, ce goodwill, alors les parties prenantes, ben, c'est la gouvernance, bien entendu. Le poisson pourrit par la tête. Si la gouvernance, ça ne l'intéresse pas, si on n'en a rien à faire de la performance sociale et de l'engagement, eh bien, ce n'est pas la peine d'avancer. Après, il y a la direction, les IRP, le management, les salariés et les fournisseurs stratégiques. Parce qu'il y a aussi les externalités. On n'est pas tout seul. C'est là le lien avec la RSE, si vous voulez, en termes sociétal, les clients et les fournisseurs externes. Le high-bet, comme vous avez vu, je parie sur l'humain, ça va me permettre d'aller chercher ce goodwill social. Donc, on peut aller jusqu'à trouver des améliorations de performance en équivalent euro ETP de l'ordre de 5 à 20% de masse salariale, ce qui est énorme, sans bien entendu toucher à personne. C'est-à-dire, on va réduire les désengagements qui se manifestent de deux façons. C'est simple, c'est comme exactement, on va les mesurer ce qui sort, ben, les arrêts de travail, mais liés au travail, pas parce que les gens sont malades d'une maladie de santé publique, mais s'ils sont malades à cause du travail, donc on sait modéliser ce genre de gravité, et on va aller regarder les sorties. C'est comme un corps humain. Un corps humain, il parle parce que vous extrayez de ce corps ben, la salive, les urines, le bruit, tout ce qui sort garde une trace. Donc les sorties, mais les sorties hors plan social, bien entendu. Donc c'est tout un modèle de définition de ces indicateurs de désengagement qui sont pondérés par des coûts cachés, qui donnent une valeur de performance socio-économique, qui permettent de regarder l'indice et le goodwill ou le badwill social. Les gains que nous avons en équivalent de performance sociale peuvent aller jusqu'à, pour 1000 salariés, entre 50 à 100 ETP pour 1000 salariés. C'est-à-dire, c'est autant de gens qui ne s'arrêtent pas à cause du travail ou qui ne sortent pas ou que vous ne sortez pas suite à un désengagement de l'un ou de l'autre. Donc, en fait, c'est comme si ben, vous avez plus de monde qui est productif, alors qu'aujourd'hui, quand vous exécutez un budget avec 1000 salariés, vous ne savez pas combien il y en aura qui vont être en équivalent temps plein les 220 jours dans l'année. Donc, c'est tout ça qui va vous permettre de piloter cette performance sociale avec votre performance économique. L'idée n'est pas de les opposer, mais de les concilier. Alors, on continue. Alors, là, c'est très important. Donc, comprendre les leviers de l'engagement. On mesure les désengagements, on agit sur les leviers de l'engagement. Et là, on arrive à une construction de psychodynamique du travail et de psychologie sociale basée sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire hors rémunération. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Oui, je répondrai à toutes les questions qui sont très intéressantes, qui défilent, bien entendu. Donc, comment on va concilier, en fait, un peu comme le yin et le yang, l'individu et le collectif. Le bien-être au travail n'est qu'individuel, de le PDG jusqu'à l'exécutant de base. Est-ce que je peux bien faire mon travail et être au travail? Pour que je me sente bien au travail, il faut que je me sente utile, compétent et appartenir. Et désormais, appartenir, c'est-à-dire que j'ai un bon équilibre de vie professionnelle et un bon équilibre de vie privée, les deux. Avec aujourd'hui, je vous l'annonce, nous sommes entrés dans un cataclysme socio-organisationnel du travail, après ce que l'on a vécu. Des réunions comme on le fait, imaginez toutes les entreprises aujourd'hui n'ont qu'une urgence. C'est ce que j'appelle la transformation sanitaire et sociale. Le travail, bien sûr, c'est le travail, mais c'est plus comme avant. Et donc, le management est remis en question. Le management de contrôle, de reporting, il est remis en question. On veut trouver du sens. Oudino, on veut trouver de la bienveillance. Oudino, on veut trouver de l'employabilité. On veut trouver de l'engagement. Mais montrez-le-moi avec des preuves et pas avec du blabla. Pas avec des enquêtes d'opinion dirigées. Donc, si je me sens bien, c'est les fondamentaux du bien-être au travail. C'est un peu comme l'onde et la particule. Si la particule se sent bien, elle va pouvoir, comme en mécanique quantique, jumper dans l'onde. Et l'onde, c'est le collectif.
comme la troupe de théâtre ou l'équipe de football. Et là, je vais participer à la qualité du travail en tant que travailleur, à la qualité du métier en tant que professionnel, et à la qualité et donc à la qualité de l'environnement du travail en tant que personne. Et donc, c'est toutes ces qualités-là que je vais pouvoir participer en m'engageant parce que individuellement, je me sens bien, j'ai mon sentiment d'utilité, de compétence, d'appartenance, je vais rentrer dans la troupe, je vais jouer collectif. Et pour ça, eh bien, on identifie des champs de vigilance sur le travail, le métier, les environnements de travail et hors travail. C'est les champs de vigilance et dans chaque entreprise, eh bien, on va définir la lexicologie, la sémantique, la culture managériale de l'engagement, basée sur la qualité de vie au travail, qui en fait est un résumé qui va nous permettre de définir, c'est la promesse réciproque. Si je trouve de la santé et de la qualité de vie au travail, je reviens à la définition, je vais continuer à m'engager et je vais participer donc à ces transformations. Alors ça, c'est très important. C'est à partir de ça qu'on va définir, et c'est là où on peut faire de l'écoute avec des questionnaires si on veut, une fois qu'on a défini les protocoles. C'est-à-dire, voilà ce que je mesure, voilà où je peux agir. Si ce n'est pas dit, pourquoi voulez-vous que les gens répondent en confiance à des questions un petit peu insidieuses ou invasives? On peut continuer, Philippe Jean, la démonstration. Alors là, on arrive sur le modèle. Alors, je vous ai parlé de l'équation, là voilà. On va mesurer donc les effets du désengagement. Donc, vous voyez l'équation, l'indice de bien-être au travail qui génère de l'engagement, plus la somme des taux de mal-être au travail, puisque c'est la partie opposée, c'est les désengagements, on ne le voit pas, mais il y a une équation qui est égale à 1. Donc, en allant mesurer tous les taux, par différence, on a l'indice. Et vous avez une sorte de Nutri-Score de l'engagement. Si votre indice est au-dessus de 0,85, c'est-à-dire il n'y a pas plus que 15% de gens qui en équivalent temps plein, parce qu'un point d'IBET, c'est un point de masse salariale, tout est basé là-dessus, vous arrivez à réguler, avec 85% des gens présents, engagés, vous arrivez à réguler votre organisation et votre efficacité opérationnelle. Et plus votre indice diminue, c'est exactement comme en santé, plus vous allez fabriquer du badwill social, des perturbations, des retards, des coûts, tout ça, ça va vous coûter, c'est l'équivalent d'euros de TP. Et alors à l'intérieur, donc ça a été construit parce qu'on a testé ça sur une entreprise qui s'appelle La Poste, qui fait 250 000 personnes. On a été financé pour valider le modèle statistique pour La Poste en 2014. Et on a été financé par la protection sociale, le groupe Apicil, pour faire des études sectorielles. Et on a été autorisé par l'INSEE et la DARES à utiliser les datas nationales pour publier un indice national. Donc c'est le comité scientifique de l'INSEE qui m'a fait l'honneur et le plaisir de valider le modèle statistique de l'IBET pour m'accorder la lecture des datas annuelles de la DARES et de la CNAMTS qui vont nous permettre, par secteur économique, de cartographier l'indice. Et puis après, ça c'est important pour la protection sociale, les mutuelles et autres, notamment en prévoyance. Et bien entendu, après, on déploie l'IBET dans les entreprises. Donc on va aller calculer ce qui vient du travail, ce qui ne vient pas du travail, comme les départs à la retraite, les plans sociaux, ça n'a rien à voir. Congé maternité, ce n'est pas un désengagement. Donc on pondère les gravités. Est-ce que ça vient du travail ou pas du travail? On va regarder, en fait, qu'est-ce qui vient dégrader l'engagement, la façon, quelqu'un qui est. Le désengagement, c'est-à-dire que les personnes n'est pas là, quelle que soit la raison. Il peut y avoir 30 raisons, mais nous, ce qu'on regarde, c'est la trace. Il n'est pas là, point. Il n'est pas là à cause du travail, point. On va commencer à mesurer ça. Donc, 3 arrêts de travail liés au travail, maladie, longue maladie, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, tout est pondéré pour partir comme sur des événements statistiques d'hypothèses de travail, d'environnement de travail, bien entendu. On ne va pas prendre les arrêts maladies de santé publique. Ce qu'on appelle après les sorties forcées de l'employeur, c'est-à-dire
il a le droit de vous sortir, mais il se désengage de son contrat parce qu'il est légitimement en droit de dire insuffisance professionnelle, employabilité, insuffisance professionnelle, invalidité, plan de départ volontaire, rupture conventionnelle, sortie en période d'essai, tout ce qui n'est pas plan social, et retraite ou décès, parce que ce n'est pas un désengagement. Et puis, à l'inverse, le salarié, lui, il a aussi des désengagements nets et clairs. Les démissions, on va les pondérer de 50% parce qu'il a le droit de démissionner pour gagner plus, même s'il se sent bien dans cette boîte. Les sorties en période d'essai qui décide, lui, et les ruptures conventionnelles qu'il accepte. Tout ça est pondéré par des coûts cachés. Donc c'est tout un modèle mathématique de coûts cachés et de provision de ce qu'on appelle asymptomatique, du fait qu'il y a des gens qui viennent travailler mais qui devraient rester chez eux parce qu'ils sont malades, ils sont en plein burn-out, mais ils viennent travailler quand même. Ou par exemple des gens qui ont décidé de partir mais qui ne vous l'ont pas encore dit. Ou vous avez décidé de sortir même avec une rupture conventionnelle, mais vous ne l'avez pas encore déclenché. Donc comme ça ne se mesure pas, il faut provisionner du risque, qu'on appelle une provision de risque social. Et puis après, on a tout ça et on mesure l'indice sur toute l'entreprise, activité, métier social. On peut vous dire, dans telle activité, les moins de 35 ans, les plus de 50 ans, les hommes, les femmes, telle catégorie de professionnels, ils ont un bon indice ou un indice intermédiaire ou un mauvais indice. Et après, on les interroge pour savoir, à partir du protocole de vigilance, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui ne va pas dans autonomie, exigence, développement des compétences, tous les champs de vigilance managériaux qui fabriquent de l'engagement. Alors, on continue pour déployer l'approche. Bon, voilà, ça c'est sur une slide, c'est un exemple. C'est une grande entreprise de services numériques du CAC 40. Donc, vous avez quelques éléments de dépistage. Je n'ai pas mis les vrais chiffres, mais bon, c'est au moins 5000 ETP. Ils avaient un IBET à 0,8. Donc, vous voyez très bien que par rapport à la norme que vous voyez en bas, eh bien, ils ont un badwill équivalent à 5 points de la masse salariale pour être au bon niveau. Comme le docteur, il vous dit, bon, votre IMC, vous avez tant de kilos trop, ou bien, attention, vous devez descendre à 12,8, vous êtes à 16,9. Bon, chose comme ça. Donc, vous voyez tout de suite, alors là, les DG, ils adorent, hein, les PDG, ils adorent, les DAF, ils adorent, parce qu'ils voient tout de suite, les DRH aussi, d'où ça vient et combien ça coûte, tout de suite, en équivalent de gisement. Il n'y a pas besoin de dépenser un centime, pour l'instant, pour essayer déjà de savoir d'où ça vient. On n'a pas besoin de faire des entretiens, des questionnaires, c'est juste parler des datas anonymes de l'entreprise, et toujours sur des mailles au moins de 20 personnes pour garder l'anonymat, bien entendu, de tout ça. Donc on voit tout de suite où on en est. Après, et donc c'est l'équivalent, ça fait à peu près 17 points de son EBIT. Donc vous voyez que son EBIT qu'il a budgété, eh bien il peut être entaché d'un badwill social de 13 millions d'euros qui correspond à 17% de son EBIT. Donc vous voyez bien qu'il y a un gisement de performance sociale. On continue. Alors après, on reprend le fameux référentiel de vigilance. On a la maille. Ça, par exemple, l'activité numéro 3, on leur demande de venir participer à des ateliers d'écoute d'état d'esprit. On les interroge sur leur perception et leurs aspirations sur les champs de vigilance. Voilà, autonomie, prescription, soutien, et on écoute par rapport au protocole. On sait que c'est la maille qui va bien ou qui ne va pas bien, parce que ceux qui vont bien, c'est aussi important que ceux qui ne vont pas bien. Et une fois qu'on a vu on va cartographier les écarts d'état d'esprit entre les niveaux N+1, et N-1, pour voir un peu qu'est-ce qui est désaligné, sur quel champ de vigilance. Et à partir de ça, on demande à faire remonter des éléments d'amélioration sur les champs de vigilance où on voit qu'il y a un grand désalignement. Hein. Par exemple, autonomie. Voilà. Autonomie dans la maille des télétravailleurs, par exemple. Eh bien, on va demander aux 3 niveaux, d'abord pour l'exécution, pourquoi ils sont décalés par rapport à leur management et pourquoi le management est décalé par rapport à la direction. Et donc, comme ça, on fait des alignements d'écart d'état d'esprit pour aligner les aspirations et les perceptions sur tous les champs de vigilance du modèle.
Et comme ça, après, on construit un plan d'action d'amélioration continue de l'engagement. Je continue le développement. Là, ce qui est intéressant, c'est le croisement quanti-calibre. Vous savez, ils ont tous des baromètres, des Great Place to Work, des top employeurs, de l'Adobe en questionnaire. Excusez-moi. Mais ils y tiennent parce que sociologiquement, on écoute les gens puisqu'on leur pose des questions. Donc, ils adorent leur questionnaire, dont 35% des réponses sont dans le parfois vrai, parfois faux. Donc, c'est ce qu'on appelle le marais complet du questionnement. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et ils ne savent plus quoi dire de ces baromètres, ils ne savent plus quoi en sortir. Ben, l'IBET, en croisement, quand vous croisez le déclaratif avec l'objectif, ben, vous pouvez lever des options sur ce qu'on appelle les zones grises. C'est là où vous pouvez dire, s'il dit c'est parfois vrai, parfois faux, mais en même temps ils ont un très mauvais IBET, il y a une probabilité de désengagement assez forte. Et c'est comme ça qu'on objective les zones grises. Et on fait la chasse au biais. C'est-à-dire les gens qui vous disent je vais très bien, mais j'ai un mauvais IBET, quand je dis les gens, la maille, une unité donnée, un métier donné, une maille sociale, au questionnaire, tout va bien. Mais quand vous voyez leur IBET, ça ne va pas. C'est comme chez le docteur. Je vais très bien, docteur. Mais quand il fait les mesures, ça ne va pas du tout. Ou l'inverse, je vais très mal. Mais quand on fait les analyses et les mesures, ça va très bien. Donc, on va chercher ce qui ne va pas. Donc, on peut croiser les deux, le quali et le quanti. Là, j'ai pris un exemple sur le Great Place to Work. On continue. Bon, après, on vous fait un tableau de bord du pilotage de la performance sociale avec un certain nombre d'indicateurs, l'IBET et d'autres indicateurs, les axes de progrès, les champs de vigilance, et tout ça se construit avec le comité de pilotage, les parties prenantes, dans la transparence. Pour Odino, c'est extraordinaire comme exercice, vu les valeurs que vous affichez, j'entends. Et vous construisez vous-même votre tableau de bord avec vos KPI, avec vos axes de progrès, avec vos actions, pour les trois représentations sociales du travailleur, du professionnel et de la personne. Et vous mettez vous-même vos zones de couleur, non pas sur l'IBET, parce que c'est un modèle maintenant qui est institutionnalisé, on va dire, au moins au niveau universitaire et dans les entreprises publiques et privées, mais surtout les KPI liés comme le taux d'échec du processus d'embauche ou la main-d'œuvre contingente, etc. C'est vous-même, c'est l'entreprise qui va définir ces niveaux de couleur. Donc c'est vraiment contextualisé entreprise par entreprise. Et donc vous avez le pilotage du social, de la performance sociale toute l'année. Vous voyez tous les trimestres, tous les 6 mois, vous voyez comment évoluent vos indicateurs. Votre IBET, vous le faites 2 fois par an, ça suffit. Il va venir croiser les bits pour voir où on en est de la performance économique et de la performance sociale. En fait, on est venu combler un trou dans la raquette de la norme de performance. On continue. Bon, alors là, vous avez un certain nombre de références, des grandes, des petites. Nous les classons par les 4 grandes applications du modèle, les transformations responsables. Et vraiment, les entreprises qui veulent que la transformation soit vraiment génératrice d'engagement dans la durée, parce qu'ils en ont marre des gens qui rentrent et qui sortent. C'est pas comme ça que vous arrivez à fidéliser un engagement et une transformation et la réussir dans le temps. Donc vous avez des grands, des petits, des internationaux, etc., du public et du privé. La responsabilité sociale, parce que tout ça c'est bien joli, mais quel est l'impact de cette responsabilité sociale? Et donc là, l'IBET est la seule mesure d'impact sur la performance, sur le pilier social de la RSE. Hein, c'est une mesure sur au moins le pilier social, puis on peut donner d'autres mesures derrière, et au moins vous avez tout de suite sur ce qu'on appelle la ressource interne, déjà, avec l'engagement, vous avez une réponse à votre politique de RSE, entreprise à mission, etc. Alors vous voyez un peu je vous laisse lire les références. Santé, QVT, beaucoup de demandes dans le public, dans les collectivités locales, mais pas que, hein, public et privé. Et puis la mobilisation managériale, c'est très important. Et aujourd'hui, on a des très fortes demandes sur ce pilier-là à cause du télétravail. Comment remobiliser les équipes
sachant qu'on ne va plus travailler de la même manière. Une slide qui montre l'étude nationale qui jusqu'à présent était sponsorisée par le groupe Apicil. Vous voyez, par secteur économique, comment évolue l'indice. L'indice est calculé en valeur annuelle sur les données de la DARES et de l'ACTAM. Vous voyez, le coût moyen annuel du mal-être au travail, du désengagement qui se manifeste par des arrêts de travail ou des sorties, c'est de 14 310, dont à peu près 65% peuvent être récupérés. En fait, c'est ce qu'on appelle un gisement, c'est compressible. Essayer d'avoir un IBET de 1, c'est ridicule. Ça n'existe pas. C'est comme si vous êtes tous les jours heureux ou tous les jours malheureux, ça n'existe pas. Et voilà les équivalents que l'on peut trouver en bas d'une démarche. Encore une fois, 5 à 10%, on va dire, de la masse salariale, de les équivalents temps plein, en gisement de performance, sans parler de la réputation, sans parler de l'attractivité et un certain nombre d'autres bénéfices induits de la démarche. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait encore autre chose? Non, c'était fini, Philippe Jean? Non, c'était la dernière. Très bien. C'était la dernière slide, oui. Donc, voilà. on va pouvoir passer à des questions-réponses. On va prendre un petit peu au fil de l'eau. Je crois qu'il y en avait une qui était un petit peu générale quand même et qui peut être posée quand même peut-être en préalable. C'était, est-ce que des entreprises cotées, par exemple, prennent en compte l'IBET ou est-ce que c'est pris en compte par les investisseurs comme les critères de l'ESG? Alors l'ESG, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, mais les personnes… L'ESG, ça veut dire, ce sont des critères d'investissement responsable. Voilà, l'ESG, c'est le social, la gouvernance et tout ce qui est environnement. Voilà, c'est un critère RSE, en fait, pour des investisseurs, ce qu'on appelle les asset managers. Comme ils ont beaucoup de trésorerie à placer, eh bien, ils vont analyser les critères ESG d'une cible. Voilà, et si alors, on n'investit pas. Voilà. Est-ce que l'IBET, dans le cadre par exemple, c'était la question qui était posée, des entreprises cotées, est publié, par exemple? L'IBET, il est public, vous l'avez là, ce que je vous ai montré, c'est une donnée publique. Non, mais des entreprises spécifiques. Oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que… Oui, d'accord. L'IBET s'applique à toute entreprise d'au moins 50 salariés parce qu'il y a un bilan social et il y a une représentation sociale, il y a un comité économique et social. Donc, c'est le critère. Et il faut, bien entendu, en plus, de l'anonymat. Donc, à partir de 50, on peut dire que c'est anonyme, si vous voulez. Hein. Donc l'IBET, et il y a l'étude annuelle est publique. L'étude annuelle, elle est publique, elle est financée par des acteurs de la protection sociale. Jusqu'à présent, c'était le groupe Apicil. À partir de 2021, c'est le nouveau groupe qui est actionnaire de Mozart Consulting qui va la publier, c'est le groupe Aesio Massif. Donc, c'est une étude qui est publique, qui est disponible, qui est reprise par les médias depuis des années, qui est continuée. Et bien entendu, donc la question, oui, l'IBET est utilisé par ce qu'on appelle les asset managers, ceux qui gèrent des actifs de type ISR, investissement socialement responsable, avec des critères ESG. Donc voilà, c'est des critères ESG qui vont chercher dans la data publique. Il y en a qui posent des questions. Je suis très prudent sur le questionnaire déclaratif à un consultant qui vient faire une enquête. Par contre, aujourd'hui, se développe de plus en plus, et c'est une norme européenne qui va s'appliquer, c'est ce qu'on appelle la DPEF, c'est le document de performance extra-financière que toutes les entreprises sont, et les entreprises cotées, c'est ce qu'on appelle le document d'enregistrement universel, sont des documents publics obligatoires où les entreprises cotées et non cotées, à partir d'un certain seuil, sont obligées de renseigner sur tout ce qui est extra-financier. D'accord. On est bien là-dedans. Ça, c'est l'analyse de ces données qui nous permet de déterminer un IBET ou ce qu'on appelle un Social Advisor Index, c'est-à-dire un indice de responsabilité sociale à partir des données publiques des entreprises cotées ou non cotées. Alors, les cotés, bon, ils sont obligés de le faire. Les non cotés, c'est à partir de 100 millions d'euros ou de 500 personnes. D'accord. Mais alors, ça va venir petit à petit, ça va descendre. D'accord. Il y avait une question en corrélation avec ça. Quelqu'un a posé la question de est-ce que la législation aujourd'hui
évolue, c'est-à-dire est-ce que les responsabilités, ou en tout cas les devoirs, aujourd'hui évoluent par rapport à l'IBET? La question a été posée dans ce sens-là. Est-ce que la Oui, alors, législation a évolué? tout à fait, tout à fait. C'est une question intéressante. Alors oui, la législation, bien entendu, ils vont pas dire « Oh, le petit cabinet de M. Waknin, on va lui faire de la pub », mais les valeurs de l'IBET, l'engagement, la performance sociale, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le document de performance extra-financière obligatoire. C'est la loi Pacte où les entreprises peuvent dire « Voilà ma mission », comme d'ailleurs Oudinot, c'est une association à mission, mais ces entreprises à mission doivent mettre dans leur statut quel est l'objet de la mission qui est opposable au tiers. Donc ça veut dire, alors, bien entendu, vous pouvez rester dans du déclaratif, mais ils sont tous à la recherche. Je vais bientôt publier une étude justement sur les 17 engagements ODD, ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable pour un monde meilleur en 2030, où l'IBET, en fait, est considéré comme un indicateur de 4 de ces 17 engagements sur le social. Donc, de plus en plus, je réponds à la question, oui, la législation sur tout ce qui est responsable en termes social, sociétal et environnemental évolue fortement. Les jauges évoluent vers le bas. Et après, je vous dirais maintenant, est-ce que les entreprises sont obligées de le faire? D'un point de vue juridique, oui, parce qu'on peut les mettre à défaut dans un marché public. Ah, vous n'avez pas votre document de performance extra-financière, mais elles peuvent raconter. Bien entendu, elles ne vont pas tricher sur les chiffres, parce que sinon, ça va leur. C'est une catastrophe pour elles. Maintenant, est-ce qu'elles font le lien elles-mêmes entre. L'idée, ce n'est pas de dire il y a une causalité entre être responsable socialement et bien entendu sur les trois ressources, l'interne, l'externe et le durable, c'est ce qui va me permettre d'avoir des résultats. Ça, c'est fini. Ça, c'était l'excuse des financiers. Apportez-moi la preuve du ROI. C'est fini. La société a changé. Le sens se distille partout. Donc, vous allez créer, vous allez avoir du mal à recruter, vous allez avoir du mal à fidéliser, vous allez avoir du mal à transformer. Tout ça, ça vient du fait que vous n'êtes pas raccord entre le sens et l'action. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, tant mieux, c'est pas de problème. Mais quel est le sens de ce qu'on fait dans cette entreprise? Est-ce que je peux faire du travail où je me sens utile, compétent, etc. Donc même les financiers jusqu'à présent considéraient le social, tout ça, oui, apportez-moi la preuve, le ROI, que la QVT, ça rapporte quelque chose, ou que ceci, la prévention, ça rapporte. C'est fini ça. Ça, c'est fini. C'est dû à aussi, c'est aussi un phénomène de génération, c'est-à-dire c'est les jeunes générations ou les plus jeunes qui mettent la pression? Non. Non. Ça, c'est une excuse marketing pour certains cabinets. C'est simplement une prise de conscience, on va dire. C'est comme, si vous voulez, les grands combats sociaux sur l'égalité des sexes, sur l'égalité homme-femme, sur la diversité, sur l'inclusion. C'est-à-dire que c'est une société qui se transforme, qui évolue. Eh ben, on devient tous intelligents et on sait discerner le faux du vrai et on veut des preuves et on veut du sens. C'est quoi le sens? C'est la cohérence. Donc je ne vois pas pourquoi les jeunes plus que les vieux plus que les jeunes. Non, un jeune qui a 30 ans ou 25 ans, ce qu'il veut, c'est un manager compétent qui sait dire oui, qui sait dire non, qui sait l'écouter, qui sait l'aider, point. C'est tout ce qu'il lui demande. Et qu'il fasse un travail qui a du sens. Ce n'est pas parce qu'il a 30 ans ou 60 ans, ça n'a rien à voir. Bon, ça, c'est bien entendu, il y a des opportunistes qui viennent surfer sur ces tendances-là en vous faisant croire que l'entreprise, il faut la libérer, il faut qu'elle soit agile, les chief happy officers, etc. Ils vous vendent leur salade. Mais bon, ça, si vous êtes assez bête pour croire à ces promesses sur étagère, bon, ça, c'est. Justement, Victor, puisque vous dites ça, il y avait une question sur. Quelle est la différence ou quel est le rapport entre l'IBET et alors le BIB, le bonheur intérieur brut? Je sais pas. Alors, ça n'a rien à voir. Si vous voulez, l'IBET n'est pas un combat militant. L'IBET est une opportunité d'augmenter votre savoir. C'est-à-dire aujourd'hui,
Un patron, une direction générale, elle exécute son budget, ses opérations, sans savoir qui c'est qui est engagé ou désengagé. Elle est dans le flou total. Donc alors que l'indice de bonheur brut, bon, effectivement, c'est une démarche d'aller essayer de trouver des déterminants du bonheur. Ça s'est passé dans le Bhoutan, etc. Mais c'est d'abord national, c'est sociétal. Là, c'est de dire, il y a un trou dans la raquette. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est là où j'étais légitime. J'étais patron dans des grandes entreprises, publiques et privées. Après, j'ai été senior advisor chez Lehman Brothers et je devais conseiller les investissements responsables de Lehman Brothers. Et je me suis rendu compte que on ne connaissait pas l'engagement des collaborateurs dans les bits. Et c'est ça qui transformait les résultats. Donc, mon souci, c'est d'apporter une réponse à un déficit de savoir et de connaissance. Mais je suis ni militant, ni missionnaire. Je ne suis pas là pour dire le bien-être. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le bien-être au travail, c'est-à-dire pouvoir bien faire son travail et être au travail, c'est pas le baby-foot, hein, ni la bise dès qu'on rentre dans l'open space. Est-ce que je peux bien faire mon travail et être au travail va faire en sorte qu'il y aura une meilleure efficacité opérationnelle pour tout le monde et pour la performance. Aujourd'hui, l'équation de la performance est orpheline de l'engagement. Pourquoi vous avez décidé que l'engagement et l'employabilité et le sens, c'était vos valeurs? Parce que vous avez une crainte, un risque sur ces valeurs fortes. C'est pour ça que vous avez fait Audino. Donc c'est important. Qui peut répondre, là, c'est pas moi qui peux répondre. Mais non, mais ce que je veux dire par là, moi je vous découvre. Moi je suis très content de voir dans vos valeurs le sens, l'écoute, l'engagement, l'employabilité à travers les âges, à travers les genres, etc. À travers les pays. Ça veut dire que vous êtes animé par quoi? Par la peur que ça se dégrade. Donc c'est important pour vous. Mais si c'est important, il faut le mesurer, il faut agir dessus. Voilà, c'est tout, moi, si vous voulez, mon combat et mon utilité, elle a été guidée par ça. Et c'est pas du militantisme, ou voilà. Je crois qu'il y avait des questions qui étaient posées comme quelles données prises en compte par rapport à c'est le capital immatériel, mais vous y avez répondu en grande partie. Il y a une question, c'est le bilan interqualia de flow au travail. Je ne sais pas si ça vous parle, Victor, ça. Le quoi, le bilan interqualia, qui veut dire probablement qualité ou. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question peut s'exprimer là-dessus. Ça mesure le flow au travail, c'est-à-dire la motivation durable de tout collaborateur, qu'il soit manager ou collaborateur. C'est canadien. Oui, si vous voulez, ça le mesure, mais non pas en du déclaratif, en de l'objectif, en équivalent ETP ou euro. Ça vous donne un indice de ce que vous appelez la motivation. Oui, c'est un indice sur la motivation intrinsèque. Hein, oui. C'est la motivation intrinsèque. Oui, car au bout de 5 ans, n'importe quelle personne exerçant une fonction s'ennuie à mourir. Donc, ça dépend des secteurs des entreprises. La motivation baisse au fil du temps. Voilà. Donc la motivation intrinsèque, vous la remplissez par le sentiment d'utilité, le sentiment de compétence et le sentiment d'appartenance. Si vous arrivez à matcher ces trois sentiments, ben, votre motivation intrinsèque est à bon niveau, on va dire. Et c'est à partir de ce niveau, de ce constat-là, que vous allez rentrer dans des démarches collectives de performance. Et ce jump entre le niveau individuel et le niveau collectif, c'est ce qu'on pourrait appeler l'engagement. Voilà. Donc ça répond à ça. Oui, en plus, il y a besoin d'initiative et d'innovation. Et l'innovation, c'est justement la capacité de changer le cadre de travail. Oui, vous le retrouvez dans le référentiel de vigilance, dans les 16 champs de vigilance que j'ai présentés. Ah, d'accord. Vous allez, là, c'est ce qu'on appelle les leviers. Donc, vous agissez sur les causes. C'est toujours les effets et les causes, la systémie. Comment on relie les effets aux causes? Exactement, madame, exactement, Catherine. C'est les référentiels de vigilance et chaque entreprise va définir ses propres champs de vigilance.
Parce que quand on est dans l'assurance ou dans le BTP ou dans la distribution ou dans les services à la personne, on n'a pas du tout les mêmes définitions de ce que vous venez de dire. Donc, on va définir la culture, la sémantique, la sémiologie du management dans un sens où on veut matcher la motivation intrinsèque, la motivation, et surtout dans le temps, avec le collectif. Et la motivation, c'est un niveau individuel. Et comment on fait venir cette motivation dans un collectif de travail? Eh bien, c'est en agissant sur ces 16 leviers. Voilà. Et ces 16, vous pouvez en mettre 24 si vous voulez. Nous, on a défini un modèle générique qu'on adapte après. Mais notre recommandation, c'est d'agir sur le travail, le métier, l'environnement de travail, l'environnement hors travail. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'obsession de toutes les directions, c'est l'hybridation des environnements travail hors travail. Voilà. Ça, l'organisation du travail est bouleversée. Je dirais même explose. Moi, je vous dis très franchement, je ne vais pas retourner à mon bureau à la Madeleine, à Paris, alors que je suis très bien, j'ai mon environnement de travail ici. À Paris, j'ai un autre environnement en province. J'irai au travail, enfin au bureau, que si je dois rencontrer soit des clients, soit des partenaires, soit des associés pour construire un projet, pour décider de quelque chose, ou peut-être dans la confidentialité, mais je ne vois pas pourquoi je vais retourner au bureau pour brancher mon ordi. Franchement, quel intérêt? Voilà. Donc, il faut repenser le travail. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que le distanciel et le présentiel vont être des vecteurs d'évaluation de la qualité managériale. Et ça va être véritablement une opportunité pour tout le monde de se challenger. Et vous allez voir qu'il y a des talents qui vont apparaître, plus des talents de type, on va dire, de savoir-être, qui vont devoir travailler avec des gens du savoir-faire. Et donc, on va mélanger ces types de management, on va hybrider ces qualités managériales. Mon hypothèse et ma recommandation, c'est de faire des binômes, et si possible homme-femme, dans le management. Et si on arrive à ça, on répond à plusieurs choses, parce que chacun a sa richesse. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont être sur le savoir-être et que tous les hommes, ça va être sur le savoir-faire. Non. Et ça veut dire que chaque exécutant, N-1, pourrait avoir 2 référents. Si possible, à un homme et une femme. Si possible, un homme et une femme, pour des tas de raisons. Alors, ça rentre même dans des questionnements psychanalytiques et psychologiques très intéressants entre le monde du travail et la vie. L'entreprise étant une ruche, etc. Bon, on peut aller très très loin dans ce délire, si vous voulez, mais ma recommandation, c'est d'hybrider le savoir-être et le savoir-faire. Et si on arrive à faire ça, parce que là, on se dit, ah oui, le manager, il doit avoir du savoir, du savoir-faire, du savoir-faire et du savoir-être. Non, il ne peut pas tout avoir. Et il y a des fois, il peut l'avoir, des fois, il ne peut pas l'avoir. Et la demande d'engagement, de motivation, c'est est-ce que je peux mobiliser ces 2 ressources managériales? Donc, moi, j'envisage des binômes aujourd'hui, des binômes entre le savoir-faire et le savoir-être. Alors justement, Victor, il y avait Patrice Thiollet qui pourrait peut-être prendre la parole, et puis il y avait Willy aussi qui parlait du smart working. Est-ce que tu veux bien en parler, Patrice? Si tu... Smart working, non, mais je pense que Victor vient de répondre entre le distanciel et le présentiel. Je pense que smart working, c'est un concept marketing qui est sorti aux États-Unis, qui est issu de la pandémie. C'est l'hybridation du travail entre le présentiel et le distanciel, quoi. D'accord. Mais ça dit quelque chose de particulier Bon, c'est juste un concept marketing parce que les Américains sont très forts pour dire de manière différente ce que les gens font d'une manière normale. Bravo Patrice. Oui, il faut rester quand même les pieds sur terre. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Victor, moi j'ai une question. Quand on est dans des
dans une entreprise qui va fusionner, je pense à Essilor Luxottica, je pense évidemment à Engie Suez. Quels sont les conseils que vous donnez alors, nous, on n'est pas patron de ces boîtes-là, mais qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces patrons d'équipe qui, à un moment donné, vont être amenés à avoir des équipes de l'autre côté voilà, quels conseils vous donnez dans ces que je possède pour arriver à maintenir ou à développer Alors, une réponse toute simple, c'est que tous ces grands patrons vivent avec une inconnue. Aujourd'hui, ils peuvent tout vous dire sur les coûts et les revenus. Là, il n'y a pas de problème. Mais ils ne peuvent rien vous dire sur l'engagement et le désengagement. Donc, en fait, ils pilotent à l'aveugle. Ils ne connaissent pas l'engagement, par exemple, TF1, M6 ou comme tu disais, Engie, etc. Qui est engagé, qui n'est pas engagé dans mon organisation. Quand je dis qui, ce n'est pas jamais la personne, c'est toujours ce qu'on appelle une maille, un profil. Pourquoi ceux-là, c'est comme la santé, ils sont à 0,85 alors que les autres qui font le même boulot, ils sont à 0,75. Donc on va rentrer dans l'IBET, il y a 3 taux. Ce taux est composé d'indicateurs et on voit tout de suite où on perd 10 points de masse salariale. Est-ce que c'est sortie employeur, sortie salarié ou arrêt de travail? Dans les arrêts de travail, est-ce que c'est de la maladie ordinaire, de la longue maladie ou des AT-MP? Et donc tout de suite, moi, j'ai des clients des RH, ils dorment avec leur rapport IBET sous l'oreiller. Non, je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les questionne sur quelque chose, j'ouvre mon IBET, alors 2018-2019, quelle maille? Ah oui, c'est la filiale telle, c'est la direction telle ou c'est tel métier, c'est l'informatique, ah, très bien. Ok, l'IBET, il a gagné 5 points, 10 points, il a perdu 3 points. Pourquoi? Dans quel taux? Tout de suite, il a son GPS. Donc aujourd'hui, en fait, pour répondre à ta question, c'est que ils cherchent à faire de l'EBIT sans connaître l'IBET. Ce n'est pas parce que je l'ai développé, mais c'est une donnée majeure de la lecture, donc de la connaissance de l'organisation en termes d'efficacité opérationnelle, en termes de performance. Parce qu'une fois qu'on a cette mesure-là, c'est comme un docteur, il va tirer sur la bobine pour essayer de remonter, pour voir d'où ça vient, et il va trouver peut-être assez rapidement les réponses, et il va être en mesure, moi j'ai un grand patron du CAC 40 que je ne citerai pas, qui a été ministre aussi, qui m'a dit, moi, M. Waknin, maintenant que vous m'avez tout expliqué, c'est comme la boule de cristal, votre IBET. Je sais maintenant d'où ça vient, j'ai compris. Une chose est sûre, c'est que je ne ferai rien. Par contre, parce que quand les situations sont dégradées, hélas, on arrive toujours en réactif un peu tard. Par contre, comprendre d'où ça vient, et si la situation revient, comme par exemple une fusion, une transformation, et que je ne suis pas capable d'aller regarder l'IBET 6 mois avant, 1 an avant de fusionner, avant de transformer, là, on peut me couper les doigts parce que je savais et j'ai rien fait. Mais si je suis déjà à 0,75, j'ai 10 points, le mal est installé, ça va être très compliqué de remonter la pente. À la marge un petit peu, ou dans le temps, sur 2 ans. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que cette augmentation de connaissance de votre organisation, de votre performance, la lecture de votre performance avec le social, basé sur l'engagement des engagements, va vous permettre de mieux comprendre votre quotidien, votre futur proche. Et c'est avec cette connaissance-là sur les effets et les causes qui va vous permettre de vous adapter en permanence. Alors, Victor, sur ces notions de performance. Donc, on augmente la connaissance. C'est ça qui est important. Victor, par rapport à ça, si on refait un fil un petit peu en arrière, parce que c'est intéressant ce que vous dites, si on parle d'événements qui ont été un peu malheureux, notamment, je pense à France Télécom ou à Renault, à l'époque où il y a eu quand même des catastrophes sociales assez importantes, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu des indicateurs comme l'IBET, ça aurait pu éviter ces catastrophes qu'on a vues et qu'on a vécues?
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, c'est ce qui s'est passé chez France Télécom qui m'a motivé sur le sujet, parce que je suis un ancien dirigeant de France Télécom. Et c'est quand j'ai vu la catastrophe menée par mon binôme de l'époque, plusieurs années après, que j'ai eu un coup de massue sur la tête. J'ai fait de l'oudino, quelque part, prise de conscience. Et j'ai essayé de comprendre d'où venait le fait que des fonctionnaires se jetaient par la fenêtre. Alors, hélas, ça serait trop simple de dire j'ai la réponse. Hélas, l'homme est tellement orgueilleux, par définition, que, en fait, c'était la réponse de Didier Lombard, mon ex-binôme, PDG de France Télécom, le 22 septembre 2008, à la télévision. C'est quoi cette mode des suicides? Les suicides, c'est l'affaire des DRH. Moi, je suis payé pour faire de la stratégie et de la finance et de la technologie. Donc, il y a une arrogance démesurée en France, institutionnalisée par les grands corps, notamment, malheureusement, qui fait que le social, ça a été délégué, institutionnalisé, calibré avec les organisations syndicales, encore une fois Danone Faber. Même si vous... Donc ça va dépendre de quoi pour répondre à ta question? Ça va répondre que d'une seule chose, le poisson pourrissant par la tête, ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne. Je pense déjà que la faible féminisation des élites dirigeantes est une catastrophe inimaginable. Inimaginable. C'est comme si on me disait on a besoin de plus de jours que de nuits pour l'équilibre biologique. Donc moi, je pense déjà que ce déficit, même s'il est purement statistique, il est très dommageable. Et donc l'état d'esprit, tout est dans l'état d'esprit, le mindset, comme disent les anglo-saxons. Quel est l'état d'esprit du patron? Vous allez avoir des patrons comme Antoine Riboud, comme Pierre Pérégovoy, comme François Chérec, des hommes extraordinaires comme Jean-Luc Lagardère, que j'ai eu comme patron, qui vont avoir un bon état d'esprit, des gens que vous retrouvez dans vos réseaux, dans votre association. Vous, qu'est-ce qui vous anime? C'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? C'est la différence, c'est à la fois la différence que vous faites entre vos perceptions et vos aspirations. Et quand vous dites, vous les entendez à la télé, alors dans quel état d'esprit vous apportez cette rentrée ou cet nouveau film ou ce débat? L'état d'esprit, ah oui, c'est quoi l'état d'esprit? Ah, c'est quoi l'état d'esprit? Ben, tout est dans l'état d'esprit. Donc, dans quel état d'esprit vous considérez le capital humain? Dans quel état d'esprit vous considérez la mixité? Dans quel état d'esprit vous considérez la diversité? Si vous vous laissez absorber par des cabinets qui vous vendent du n'importe quoi sur étagère, bon, ou si vous considérez qu'il est important de comprendre les choses, d'en prendre la mesure et d'agir en connaissance des causes. Donc, il faut connaître la mesure des choses et connaître les causes pour agir dans un respect du dialogue, du dialogue, du respect de tout le monde. C'est quel état d'esprit? Donc, ta question, elle est dangereuse parce qu'on pourrait croire, et moi je ne suis pas là pour vendre l'IBET, j'en ai absolument rien à faire, hein, j'ai presque 70 ans, moi j'ai fait ma carrière, j'en ai vraiment rien à faire de cette histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'apporter, de construire et d'avancer, d'apporter de la valeur sociale à tout ça, et économique. Et donc, je ne veux surtout pas que vous reteniez que j'ai une démarche et j'aimerais bien qu'on la vende ou qu'on la... C'est pas du tout mon propos, vraiment. Et je suis très content que ce sont des grands groupes mutualistes qui ont voulu reprendre, je dirais, cette innovation pour pouvoir la développer dans un esprit de solidarité mutualiste, on va dire. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que bon, ça va continuer à se développer. Donc, je pense qu'on est malheureusement avec ta question, parce qu'elle résume un peu notre société, on nous a fait croire qu'il y avait une solution à tout. Mais la solution, c'est à nous de la trouver ensemble.
Ouais, ouais, tout à Et fait. d'avoir l'envie et l'état d'esprit de devoir la chercher. Mais on a fait de nous des consommateurs de tout. Et c'est ça qui, ça suffit pas. Oui, consommer. Pourquoi? Mais pourquoi je consomme? Pourquoi je fais ça? Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce bouleversement qui m'anime en quelque sorte, et quand vous m'invitez comme ça, moi je suis content de partager avec vous. Je suis très heureux quand je vais dans les écoles, les universités, que je fais mes cours sur le management responsable, etc. Euh, voilà. Mais je veux surtout pas faire croire qu'il y a une solution, il n'y a qu'à l'appliquer. Il y a une contribution à la connaissance, à partager, à contextualiser. Et ceux qui veulent bien le faire, c'est magnifique. Merci Victor. En fait, vous nous avez fait un mot de la fin que j'adore. Vous nous avez vraiment donné vos convictions fortes là, pendant toute cette soirée. Et moi, je dirais pour conclure, vous savez, ce qui nous anime au sein du réseau Dino, hein, c'est qu'on n'a pas une appréhension. On est vraiment animé par le fait qu'on se rend bien compte qu'on se fait du bien en se retrouvant ensemble, en partageant. Il y a un bien fou à échanger entre nous, à s'ouvrir, à se donner des connexions. Et en fait, je disais à un journaliste qui est avec nous ce soir, hein, à Rabat, je disais, au réseau Dino, pas seulement on travaille notre employabilité, hein, mais je lui dis en conclusion, on se construit un mental hyper positif. Et c'est ça qui nous fait un bien fou. On se fait du bien ensemble. Donc, mille merci Victor, parce que merci à vous, merci pour tous ces témoignages. Il y en a un qui avait une dernière question. Oui, il y avait deux questions en fait, si elles ne sont pas trop longues. Allez-y. Oui, alors moi en fait, je voulais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un exemple. Aucune chance. Si, Non, après, non. tu pourras. Ouais, Après. vas-y. Non, bah, Vas-y, il te laisse la primeur, vas-y. Aucune chance. Vas-y Christophe. Oui, merci Victor pour cette excellente présentation. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction que la législation évoluait favorablement, donc c'est plutôt rassurant. Sur la dernière slide, on a des indicateurs. Ah, on t'a perdu ton micro. Oui. Alors j'en étais où? Sur la dernière slide, il y a des indicateurs. Donc, sur la dernière slide, il y a des indicateurs d'IBET par secteur d'activité et somme toute, en dehors de 3 ou 4 secteurs, c'est plutôt positif, c'est-à-dire c'est soit stable, soit en évolution, soit très favorable. Or, dans la société, je me pose la question de savoir si ces IBET qui sont par secteur d'activité ne masquent pas des disparités importantes sur des tranches d'âge des salariés. Je m'exprime. Moi, je suis membre du réseau depuis de nombreuses années et je peux constater tous les jours, même si nous sommes une population privilégiée, qu'il y a beaucoup de souffrance au travail et que malgré un discours et des faits qui évoluent, le concret au quotidien est souvent douloureux pour un bon nombre de salariés. Et aujourd'hui, c'est aussi vrai du côté de l'autre bout de la chaîne. Les jeunes, c'est un phénomène qui était déjà en mouvement et qui a été largement accentué par la crise. Donc, ma question, c'est de dire, est-ce qu'on n'a pas des IBET finalement qui sont satisfaisants, mais qui masquent des grandes disparités? Alors la réponse déjà, si vous reprenez la slide, les IBET sont loin d'être satisfaisants puisqu'ils sont dans le rouge, déjà au niveau national. Donc on est à 0,73 par rapport à 0,85. Donc déjà on est en alerte. Donc c'est peut-être faire attention à la lecture. L'IBET est très mauvais au niveau national et la plupart des secteurs sont en dessous de 0,85, à part industrie et environnement. Donc si vous voyez la slide 12, là, vous voyez là, l'IBET est à 0,73, donc il est dans le rouge. Il perd 27 points par rapport à 1 et 12 points par rapport à 0,85. Et donc vous avez les verts, vous en avez 5 qui sont verts, puis vous avez les services aux entreprises sont dans le rouge, le BTP dans le rouge, les services à la personne, c'est une catastrophe. Les médias, ils sont dans l'orange, donc on alerte forte. Et puis, il y en a 3 qui sont en début de vigilance.
transport, activités médico-sociales, commerce alimentaire, c'est une catastrophe. Donc la plupart sont pas bons. La plupart sont pas bons et ce sont des datas nationales. Après, dans votre question, faut faire encore une fois attention, c'est les perceptions. Alors, vous pouvez très bien avoir dans une entreprise une activité ou un métier, ils font exactement la même chose, mais vous pouvez avoir un bon indice ou un mauvais indice qui s'explique par la preuve, ce n'est pas du questionnaire. Et en fait, quand vous tirez sur le fil, vous allez voir que c'est un problème d'organisation et de management du travail qui fait la différence. Énormément. On ne peut pas dire les jeunes, il y a des jeunes en souffrance, puis il y a des jeunes qui ne sont pas en souffrance. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut analyser cas par cas, cartographier cas par cas, comprendre d'où ça vient. On ne peut pas tirer des généralités. Alors là, on vous donne des moyennes nationales et des moyennes par secteur basées sur des datas nationales. Les licenciements non économiques, les ruptures conventionnelles, tout est chiffré sur à peu près 20 millions de salariés. On donne une cartographie nationale. Après, ce que vous dites, c'est à vérifier entreprise par entreprise. Et c'est là où vous allez trouver des disparités énormes. Et vous pouvez avoir des moins de 35 ans très satisfaits et des moins de 35 ans très désengagés dans des activités à peu près similaires. Parce que l'organisation ou le management dans cette maille plutôt que dans cette maille, elle n'est pas la même. Et puis, alors, si on va au niveau des pays, alors au niveau des pays, les écarts sont encore plus importants. Parce que vous avez une culture du management très différente d'un pays à l'autre. Quand on parle, bien entendu, sur une base d'indicateurs comparables. Voilà. Donc, non, l'IBET est mauvais au niveau national, dans la plupart des secteurs. Et puis, il est bien de façon récurrente dans l'industrie. Ça, c'est et dans l'industrie, dans les filières industrielles. Pourquoi? Parce que le produit, l'industrie, c'est un produit. Le produit donne du sens aux parties prenantes. Ouais. C'est pas du virtuel. Voilà, c'est pas que le service, c'est quand même assez. Le service est assez. Il faut réindustrialiser la France, Victor. Oui, c'est ça. Le produit, on est attaché au produit. Ça donne du travail à beaucoup de gens. On s'identifie au produit. Ça donne du sens, le produit. Le service, bon, la perception du service, c'est pour ça d'ailleurs que la relation client, elle est délocalisée. Il suffit d'avoir quelqu'un au téléphone. Le télétravail, il a commencé avec la relation client. Ouais. Voilà, il y a des chats organisés, des restrictions. Il suffit de savoir parler français ou anglais pour faire de la relation client à travers le monde. Donc, voilà. Mais encore une fois, je vous invite à ne pas tirer de. Vous pouvez travailler, avoir un secteur très mauvais et dans votre prix, ça se passe bien. Heureusement. Moi, j'ai eu des SS2I avec d'excellents indices parce que vraiment, le management, la direction était très sincère dans son organisation du travail. Et les gens se sentaient motivés, ils étaient bien, ils avaient un bon indice par rapport à un secteur, ils pouvaient avoir 10 points d'écart avec leur secteur. Voilà. Ouais. Bon, merci Victor. Si Christophe, ta question est très rapide. Christophe Chambon, vas-y. Oui. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez parlé d'un exemple où, avec un mauvais IBET, vous expliquiez une perte de débit de 13 millions. Donc, ma question est très simple. Est-ce que, avec un IBET restauré, dans votre expérience, vous constatez une hausse de l'EBIT, évidemment à périmètre comparable? Absolument. Alors, c'est exactement ça. Ben oui, parce que si vous voulez, l'EBIT, quand vous allez le calculer, vous avez toutes les charges d'exploitation. Dans les charges d'exploitation, vous allez retrouver toutes les mesures de l'IBET. Vous allez retrouver des arrêts de travail qui vont vous causer du recrutement de personnel intérimaire, etc. Donc, une augmentation de masse salariale. Vous allez retrouver des cotisations d'assurance plus importantes. Vous avez des cotisations AT-MP plus importantes, des coûts de recrutement plus importants, etc. Donc, vous allez le voir dans vos charges. Donc, forcément, votre EBIT, en fait, c'est un équivalent. Si vous améliorez votre IBET, ben, c'est comme si vous perdez plus des équivalents de masse salariale, donc forcément votre résultat d'exploitation s'améliore. C'est lié, c'est un équivalent en résultat d'exploitation. Maintenant, on va beaucoup plus loin, notamment pour, vous parliez
de l'ESG, des investisseurs ESG, on leur démontre quand on analyse leur portefeuille. Ils ont 200 sociétés où ils ont investi, parce qu'ils ont des milliards à investir. Et ils veulent les investir sur les critères ESG. Très bien, ou ISR. Mais ils le font comme ça, un peu au doigt mouillé. Donc nous, on analyse tout leur portefeuille avec que les datas, on calcule l'IBET de chaque ligne et on regarde quel est leur investissement en fonction de la centaine de cibles et en fonction de l'IBET. Et donc, on peut leur démontrer qu'il y a une prévalence sur des cibles d'un secteur économique qui est mauvais, parce qu'ils ont un IBET qui coûte cher. Et eux, ils mettent de l'argent, par exemple, dans le SS. Oui, mais il y a un très mauvais IBET dans le SS. Alors, c'est peut-être bien d'un point de vue du discours, mais faites attention, dans le SS, il y a aussi du harcèlement. Dans le SS, il y a aussi du mauvais management. Dans le SS, il y a beaucoup d'arrêts de travail. Il y a beaucoup de mouvements de main-d'œuvre. Pourquoi? Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on est dans du social qu'on est performant. Et ce n'est pas parce qu'on est performant qu'on a d'une bonne performance sociale. Moi, je connais des entreprises qui n'ont rien à faire de perdre 20 points de masse salariale. Ça ne les dérange pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester. Ils ont fait un investissement, ils vont revendre leur participation dans 3 ans. Ils n'en ont rien à faire. Surtout ce qu'on appelle le capital equity, voilà, qui est là, du social, il n'en a absolument rien à faire. Ce qu'il veut, c'est de faire 2-3 fois leur investissement. Donc, bien sûr qu'il y a une relation entre l'EBIT et l'IBET, non pas une relation de causalité, mais de corrélation, ce qui n'est pas pareil. Et donc, en fait, l'IBET vous permet de ne plus perdre ce que vous perdez. Voilà. C'est d'avoir moins d'arrêts de travail, moins de sorties, avec tous les coûts liés à tout ça. Victor, merci beaucoup pour ça. Victor, il est 20h30. Oui, je pense qu'on aurait continué sans trop de problèmes, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais laisser Christophe Etienne, notre président, clôturer ce webinaire, cette conférence de très haut niveau. Merci beaucoup. En tout cas, moi, pour ma part, je vous remercie beaucoup, Victor, et je laisse la parole à Christophe Etienne pour clôturer. Merci Philippe-Jean. Mille merci Victor, hein, vraiment vous avez donné avec passion toutes vos convictions. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est ça qu'on aime aussi, avoir ces aspérités, ces accroches. Tous les commentaires que je lis là sont hyper passionnants et on sent effectivement que dans une association comme la nôtre, on a besoin de retrouver ces moments où on est en partage, on est ensemble et on se fait du bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, mille merci de ce beau temps de partage. Merci à vous, merci de votre reconnaissance et de m'avoir donné cette possibilité de partager avec vous tout ça. Et je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous.